Plein l'ado, c'est un rendez-vous détente présenté par Bernard Zanzouri pour rire, réfléchir et grandir tous ensemble. Plein l'ado, l'émission qui parle de vous, qui parle de vos ados et des relations entre vous et vos ados, comme tous les mardis matins à 10h, et avec aujourd'hui un invité, Raphaël. Raphaël qui est un habitué. Raphaël, bonjour. Bonjour. Un habitué ici, vous le connaissez tous, parce que pour vous, Raphaël, qui vient souvent à Studio Qualita, c'est Tsahal, c'est tout ce qu'il faut savoir pour rentrer dans Tsahal, surtout quand on a un jeune olé francophone et qu'on a envie de mettre l'habit couleur olive et commencer à courir dans tous les paysages du pays. On va essayer de passer avec Raphaël un peu sur tout ce qu'il fait, sur tout ce qu'il a fait. Il a beaucoup fait parler de lui, de son association. Ces dernières années. Depuis quand tu as ouvert Tsahal Connection? L'association l'a ouvert officiellement le 23 novembre 2015. 23 novembre 2015. Alors, on va revenir exactement sur cette association et pourquoi tu as monté ça. Mais d'abord, on va faire un peu connaissance avec toi. D'accord. Et pour faire connaissance avec toi, Raphaël Madar, on a besoin de savoir un peu qui tu es. Comment tu étais d'ailleurs quand tu étais ado? Un tout petit peu. J'étais ado. T'habitais où en France? Alors, j'habitais en France, j'habitais à Pavillon-sous-Bois. Pavillon-sous-Bois, là où il y a l'école de l'Alliance. L'Alliance de Pavillon-sous-Bois. Donc, j'ai été jusqu'en classe de seconde. Ensuite, je suis allé dans une école sur Paris. Okay. Et en classe de terminale, j'étais dans une autre école, Paris sur Paris. J'étais pas très studieux. Ok. Je peux le dire. Mais a priori, pour l'instant, d'après le parcours, on voit pas le bonhomme qui va arriver, qui va renseigner tous les livres sur Tsahal, etc. Moi, si on me dit que j'avais fait ça aujourd'hui, si on m'avait dit ça il y a 10 ans, ouais, j'aurais rigolé et j'aurais dit mais dans quelle planète vous vivez quoi, c'est impossible. Mon frère, il a fait sa Alia quand j'étais en classe de seconde. Donc j'ai vu quand il a fait la Alia qu'il était vachement épanoui. Donc il y a déjà eu une sorte de joué, d'accord. C'est un élément qui a eu beaucoup d'influence parce que j'ai commencé à changer à partir de ce moment-là. Il a fait l'armée aussi? Il a fait l'armée dans les forces spéciales de Guivati. D'accord. Ah ouais, ça commençait déjà. C'était. Vous posez des jalons déjà. C'était déjà intéressant. Sinon, moi, en tant qu'ado, honnêtement, j'étais pas spécialement studieux. J'allais à l'école, j'étais pas problématique, mais j'aimais pas spécialement. J'ai du mal à rester en classe assis. Tu préférais faire 20 km avec un pacal? Je préférais faire du sport. J'étais un amoureux de foot jusqu'à aujourd'hui encore. Et je faisais beaucoup de sport. Je courais beaucoup, mais à l'école c'était pas spécialement pour moi, même si au final j'ai eu mon bac quand même. Avec ma mère on avait eu un deal, elle voulait pas me laisser partir à la fin du bac, donc on a eu un deal, on a dit ok, écoute maman, je veux partir, mais tu veux que je fasse une année d'université, donc regarde ce qu'on fait, je valide une année à l'université et ensuite je pars en Israël. Bon, au bout d'un moment elle savait très bien qu'elle pouvait pas me retenir aussi longtemps. T'es passé quand même à l'université? Je suis à l'université. Ce qui est génial en France, c'est que c'était sympathique. Ce qui était génial en plus, c'est qu'on peut valider par compensation. Donc ça veut dire qu'on peut aller valider 3 matières sur 6 et ça suffit. Donc j'ai validé mon année comme ça au final, sans faire spécialement beaucoup d'efforts. Et à la fin, donc j'ai fait la Alia directement. Je connaissais pas du tout ce qui était venir en tant que touriste. Tu as fait l'Alia dans quel cadre? Dans le cadre, je suis allé à Haïfa directement. Mon frère, il habite à Haïfa. Il venait de finir l'armée. Et il venait de commencer ses études au Technion. Donc moi, je voulais être proche de lui. C'était le sérieux de la famille, quoi. C'était le sérieux, mais même lui, il est pas spécialement studieux. C'est un peu un glandeur, on va dire. mais bon, au final, il a eu son diplôme, donc ça va. Bah attends, diplôme au Technion quand même. Vous êtes doué, mais pas. Vous bossez pas comme des fous. Il aurait pu avoir des meilleures notes, je pense, à son diplôme. D'accord. Et au final, donc moi je voulais être proche de lui quand même parce que je voulais avoir un minimum de repères, même si je comptais pas du tout sur lui. C'est-à-dire je vais aller à Haïfa, mais je voulais me débrouiller tout seul. Donc tu fais ton Alia, on est en quelle année? Octobre 2011. Octobre 2011. Et là, qu'est-ce qu'il y a comme option quand tu fais l'Alia à Haïfa? Alors l'option en soi, il fallait faire un Ulpan, donc je m'étais inscrit à l'Ulpan Etzion de Haïfa. Ok. Donc j'avais commencé là-bas. La majorité des personnes étaient plus âgées que moi. Ils ont fait une exception pour moi, sûrement grâce à mon frère. On s'est arrangé avec Cathy, qui est la responsable des francophones de Haïfa. Et au final, j'ai fait l'Ulpan où j'étais, par contre, là-dessus, j'étais très studieux parce que la première chose que mon frère il m'a dit, c'était la clé de la Alia. On m'a dit l'hébreu, si t'as pas d'hébreu, l'armée ça va pas le faire, tout le reste ça va pas le faire, les études, tout ce que tu comptes faire par la suite, si t'as pas la langue, c'est en soi complètement logique. On veut pas s'intégrer dans un pays si on n'a pas la langue du pays.
Donc j'ai vraiment arrêté toutes mes bêtises que je faisais avant. J'ai été très très studieux, je travaillais tard. Après 1 mois et demi, 2 mois, j'ai commencé à travailler serveur en tant que serveur dans un café. Ça t'a permis de travailler Ça m'a permis de travailler, même si au début je faisais des erreurs monumentales. On me demandait une salade de tomates, je donnais une salade de cornichons ou je sais pas quoi. N'importe quoi je faisais, mais c'était bon. C'est comme ça qu'on apprend aussi, à travers des erreurs et à travers des échecs. Et donc j'ai préparé. En même temps, il y avait une personne, Galit Soufir, c'était une jeune fille que mon frère m'avait mis en contact avec elle, qui m'aidait pour toutes les démarches avec l'armée. Moi, je connaissais absolument rien du tout. C'est-à-dire que je connaissais pas toutes les options qu'on pouvait y avoir à l'armée. Alors viens, on va profiter de ton cas un peu pour comprendre un peu comment se sent un jeune quand on lui dit, bon, il va avoir des histoires d'armée maintenant. Alors toi, tu as eu la chance de tomber sur cette Galite qui a commencé à te filer un coup de main. Sinon, il doit faire quoi, le jeune? Comment il sait que ça démarre? Il doit se faire repérer, recenser? Il doit faire quoi? D'abord, il y a plusieurs types, on va dire, de jeunes. Il y a plusieurs situations. Moi, j'en mets toujours 3. C'est plus facile comme ça. On va dire, la première, c'est quelqu'un qui est touriste. C'est-à-dire quelqu'un qui n'a pas la nationalité israélienne et qui est en Israël depuis moins de 18 mois. Alors, s'il le souhaite, il a la possibilité de se porter volontaire dans le cadre du programme Mahal. Et là, il fait 18 mois en tant que volontaire. Il est toujours touriste. Il est toujours touriste. Il y a certaines conditions. Ça veut dire que c'est 18 mois depuis les 16 ans s'il a fait un programme Massa, ce que la majorité des francophones aujourd'hui font. C'est 12 mois s'il n'a pas fait de programme Massa. S'il est franco-israélien, alors c'est aussi 12 mois. Il y a beaucoup de critères. Il ne faut aussi pas que les parents ils soient en Israël, puisqu'ils ont un statut de soldat seul. Ça a été créé pour essayer d'offrir une option un peu aux gens qui n'auraient pas envie de faire directement 3 ans ou de devenir israélien tout de suite. À l'origine, ce programme il a été créé en 1948. Quelle est la combine qui est derrière? À l'origine, depuis, c'est devenu une bonne combine, on va dire, avec les francophones. À l'origine, ce programme il a été créé en 1948 pour permettre à l'armée et à Tsahal, au nouveau Tsahal, de préparer les guerres qui se profilaient à l'époque. Donc, ils prenaient tous les volontaires de l'étranger. Il y avait pas beaucoup ça a été une tendance. On se souvient qu'en 67, les gens prenaient l'avion pour se porter volontaire, et donc il y avait un statut qui lui permettait Exactement, c'était ce statut d'intégrer ces gens, d'accord. C'était ce programme-là, et qui aujourd'hui, il y a eu des changements. À l'époque, ils allaient juste dans une brigade spéciale, une brigade qui était Nahal. C'était le nom du programme d'ailleurs, il s'appelait Mahal Nahal. Aujourd'hui, ils peuvent accéder à beaucoup plus d'unités, pas toutes évidemment, parce que les jeunes ont que la nationalité française et ils n'ont pas la nationalité israélienne. Donc il y a un problème au niveau du profil de sécurité. D'accord, donc il y a certaines unités qui sont réservées un peu pour ce programme. La majorité des unités, ça va être les unités combattantes, parce que ça reste le principe, on va dire. Les gens, ils veulent venir pour défendre, les personnes, les olim, pas les olim, les touristes, on va dire étrangers, ils veulent venir pour défendre le pays. Donc, et puis si déjà ils font une personne réduite, on ne va pas les mettre jobnik qui va faire de la paperasserie dans le bureau, même si c'est ce qui peut arriver. C'est-à-dire que si quelqu'un qui vient ici, qui s'inscrit à Mahal, mais qui n'a pas un profil combattant, s'il n'a pas le profil, on n'a pas le choix. Fortes chances que les postes qu'on va lui proposer ne seront pas des plus intéressants. Chauffeur de camion. Chauffeur, on peut être en général assistant social. S'ils ont un profil qui est limite combattant, ils peuvent peut-être être prof de tir. Ça dépend de la raison qui a baissé leur profil médical. Mais en général, c'est tout ce qui est dans l'administration. Et même dans l'administration, au final, on ne va pas le mettre dans l'administration par exemple, des renseignements, où là, ça nécessite un profil de sécurité au final. Donc, c'est assez complexe, ce statut de touriste. Même l'armée, dans certains cas, ils ne savent pas quoi faire avec ça. C'est-à-dire que des fois, il y a des unités, je peux donner un exemple assez récent, de 2 jeunes qui ont été acceptés dans l'unité de Haganah Avirit, c'est tout ce qui est défense aérienne. Donc là où il y a Kippat Barzel, etc. Et avant, il y a 2-3 ans, quelqu'un qui était touriste et qui faisait Mahal pouvait y accéder. Depuis à peu près 1 an et demi, il y a eu un changement et maintenant, ces unités-là, ils nécessitent un profil de sécurité. D'accord. Ce qui fait que derrière, quand les jeunes ils sont arrivés dans l'unité elle-même ne savait pas qu'ils ne pouvaient pas qu'ils pouvaient pas valider les tests parce qu'ils n'étaient pas israéliens. Oui, moi, j'avais un copain qui s'était arrivé. Il avait fait un truc de chauffeur de camion. Et à la fin de l'année, on lui a dit qu'on ne pourrait pas lui donner le permis puisqu'il était touriste. Exactement. Touriste. Ce type conduisait depuis des mois. Non, finalement, non. Ils peuvent essayer de s'arranger encore, les conducteurs, même si ce n'est pas l'idéal. Ouais, parce que alors c'est un ils peu avaient fait un truc mais, comme ça un peu. Mais au final, les 2 jeunes, ils sont arrivés dans l'unité et ils se sont retrouvés... Ok, là tu nous as filé un bon éclaircissement. Viens, on revient à toi un peu. Donc tu arrives, il y a Galit qui essaie de t'aider et tu te retrouves devant l'administration finalement de l'armée. Tu voulais faire quoi à l'époque? Moi, je voulais faire comme mon frère.
je connaissais absolument rien du reste. Genre, je ne savais pas ce que c'était le Yom Sayerot, la journée pour arriver dans les meilleures unités de l'armée, aucune idée de ce que c'était. Pourtant, j'étais en très bonne condition physique. Je ne savais absolument pas ce que c'était les autres unités spéciales. Parachutistes, on m'a proposé de faire le guibouche, je les ai regardés, j'aurais dit je ne sais pas ce que ça veut dire, donc non. Dans ma tête, je refusais tout, je voulais juste aller à Givati et faire mon service. Les types, ils disent des mots, tu ne comprends même pas. Tu veux faire le guibouche? Non, c'est bon. Et mon erreur aujourd'hui, pas que je regrette mon parcours, mais mon erreur, je pense que je n'étais pas assez curieux. Et je ne posais pas assez de questions, et tout ce qu'on me proposait, comme j'avais une idée en tête, alors j'ai eu l'erreur d'être trop sûr de moi et de refuser tout ce qu'on me proposait. Ça fait réfléchir à deux fois au final. À une époque, des associations qui aidaient les Olim, et c'était connu, c'était un paradoxe. Il appelait le paradoxe de Gilo. Il y avait un Merkaz Klita très connu à Gilo, à Jérusalem, et tous les gens qui sortaient du Merkaz Klita habitaient à Gilo, essayaient de se trouver une maison dans les 200-300 mètres autour. C'était le périmètre qui contrôlait, tu vois, en Israël. Tu me dis, allez habiter ailleurs. Non, je vais aller sur Gilo, je connais bien. Et en fait, si ton frère avait fait ça, c'est sûr que ça devait être le truc. C'est là-bas on connaît, on a un terrain connu, le reste, va savoir où ils vont m'envoyer. C'était un peu logique. Et donc, tu as réussi à faire comme ton frère C'est un peu compliqué au final. Non, de base, il y a l'unité où il était dans les forces spéciales de Givati, une fois sur deux, c'est-à-dire une promotion sur deux, il n'y avait pas. Elle n'est pas. C'est-à-dire une promotion sur deux, il y a ce qu'on appelle les palchan, donc c'est tout ce qui est explosif. Et l'autre promotion, c'est anti-tank, ce qu'on appelle Orev. Donc moi, de base, j'avais reçu une entrée à l'armée pour la session de juillet. Le problème, c'est qu'en juillet, il n'y avait pas. Donc on s'est arrangé pour décaler mon entrée à l'armée au mois de novembre. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai travaillé entre-temps un peu à l'étranger, en France. En novembre, il n'y avait toujours pas. Non, en novembre, il était là. Donc je suis arrivé, j'ai fait le guibou, j'ai fait le test, tout s'est très bien passé. J'étais dans les premiers, tout ce qu'on me disait, j'étais très bien. Et à la fin, ils me mettent dans le Gdoud Sabah, donc dans un bataillon. Et je ne comprenais pas au début pourquoi. Donc je vais voir les commandants, je leur dis pourquoi je ne suis pas là-bas. Ils me regardent et ils me disent t'inquiète pas, toi c'est normal. Bon, je ne comprenais pas l'explication. En plus, à l'époque, mon hébreu, il n'était pas non plus si élevé que ça. Après 2 semaines, je remarque que de toutes les manières, ils sont bien plus durs avec moi, qu'ils ont beaucoup plus d'attentes vis-à-vis de moi. Donc, je ne comprenais pas pourquoi. Et à un moment, ils nous ont pris 5-6 soldats. Ils nous ont dit, voilà, vous 6, en théorie, vous êtes affectés à la Machlaka Arba. Machlaka Arba du Gdoud Sabar, c'était ce qu'on appelle Yechidat Rimon. Donc, c'était le 3e Marzor, la 3e promotion de Rimon. Ils nous ont dit, voilà, juste vous 6, on était 6 au Lim, en fait. Ils nous ont dit, voilà, vous avez un très bon niveau, vous êtes très bien, et le seul problème, c'est votre hébreu. Donc, ce qu'on fait, c'est qu'on vous met pour l'instant dans le Gdoud Sabah, pendant les tironautes, et à la fin des tironautes, vous reparticiperez au guibouche, et à la fin du guibouche, alors vous serez affecté dans les unités. Si oui, alors vous êtes affecté à Rimon. Il faut savoir qu'à l'époque, donc Rimon, c'était assez nouveau, c'était le 3e, 4e Marzar où j'étais. 3e promotion, ça veut dire Marzar en hébreu. Et ce qui s'est passé, c'est qu'à la fin, j'ai fait Donc, en vrai, c'était le plan, on va dire. Et après 3 semaines, 1 mois de tironautes, donc dans les classes à Givati, à Tzaba, j'ai eu une déchirure au ligament arrière. Et là, à partir de là, les autres avancent au rythme, mais toi, tu seras toujours un peu en arrière. C'est ça. Donc, de base, c'était très compliqué. Je ne pouvais pas participer aux entraînements. Le MP, le commandant de Tsabar, qui m'a dit, écoute, t'inquiète pas, tu restes à la base. Moi, je ne voulais pas rentrer à la maison. Même si j'étais soldat, je ne voulais pas rentrer à la maison parce que je savais que ça allait avoir beaucoup de frais d'être à la maison et on n'avait pas un salaire comme aujourd'hui. Et donc, tu as été décalé, on t'a proposé un truc de jobnik? Non, pas du tout. Je me suis arrangé, j'ai dit, c'est hors de question que je devienne jobnik. Je reste dans... qui s'est arrivé. Je sais, mais tu restes dans ma tête, l'objectif, c'était plus d'aller à Rimon ou à Palkhan. Mon objectif, c'était de rester combattant, avec ma jambe comme ça. Donc, j'ai revu mes objectifs, on va dire, à la baisse. Mais bon, au final, c'est ce que je voulais faire. J'ai vu beaucoup de médecins. Ça va mieux quand même, tu t'es remis, parce que des fois, on traîne le truc pendant longtemps, on insiste, on dit, je vais pas dire que j'ai mal, comme ça. Les médecins, ils m'ont dit à l'époque, ils m'avaient dit 2 possibilités. La première, c'était d'opérer directement. Mais alors, après l'opération, la rééducation, va savoir quand est-ce que tu peux être combattant. Et Birchal, si tu peux être combattant. J'ai dit, c'est quoi la deuxième option? Ils m'ont dit beaucoup de rééducation. Comme c'est le ligament arrière, alors tu peux vivre avec, à condition que tu fais des exercices de renforcement musculaire assez souvent, ce que je fais encore jusqu'à aujourd'hui. Et donc, au final, je suis allé sur cette option-là. Après quelques mois, je suis revenu dans l'unité. Donc, je suis resté à Tsabar, j'étais dedans. En rigolant, j'ai dit, je suppose que je ne vais pas à Rimon. Et ils m'ont dit, si tu veux aller à Rimon, il faut que tu refasses tous les entraînements à partir de juillet 2013. Ah ouais. J'aurais dit, finalement, c'est bien de savoir. Je pense que on va se calmer. c'est pas mal. Donc,
Donc au final, ce qui s'est passé, c'est que je suis resté à Tsabar. Il y a eu des moments où c'était un peu plus compliqué vis-à-vis de ma jambe. Il y a eu des moments où ils étaient assez cool avec moi. Et les officiers étaient toujours assez sympas avec moi. Pour le coup, j'étais vraiment pas le soldat problématique. Dans les Gdoudim, il y a une grosse différence entre les bataillons et les forces spéciales, que dans les bataillons, les gens ils font que se plaindre. Dans les forces spéciales, on dit quelque chose, tout le monde le fait. Moi, j'étais plus dans cette optique-là. C'est-à-dire que tout ce qu'on me disait, au final, je le faisais sans me plaindre et ça me paraissait normal. En fait, j'ai quand même une question. Tu vas essayer de m'éclairer par rapport à ça. On ne te reconnaît pas. Tu nous as raconté le mec de Pavillon sous bois, que moi, bon. Et là, j'étais prêt, tout ce qu'on te dit, tu fais. C'est le fait que c'est cette connexion avec Israël, avec l'importance d'Israël, du service en Israël, qui a fait que d'un coup, on a l'impression que tu as pris 15 ans, quoi. Déjà, il y a eu ça. Il y a eu beaucoup de discussions avec mon frère avant que je rentre à l'armée. On ne parlait pas spécialement beaucoup au début de l'armée. Et je pense qu'il voulait aussi que je vive ma propre expérience. Mais les discussions qu'on avait, que j'avais eues avec ses amis qui faisaient l'armée, ça me faisait comprendre que derrière, bon, il y avait avant l'armée, maintenant il y a l'armée où ça reste un endroit où on met sa vie en jeu pour défendre une cause. Et à partir de ce moment-là, on est obligé d'être sérieux. Donc j'ai fait un switch dans ma tête pour essayer de me mettre à niveau et de me mettre le plus de responsabilités possible pour être le meilleur soldat possible. J'adore ton histoire parce que moi je suis éducateur et je vends ça, cette idée que je dis en fait à partir du moment où le mec décide, mais c'est sa décision à lui le plus souvent, de faire lui le switch, vous n'allez plus reconnaître un bonhomme qui était censé être le type, le déconneur de la classe, le rigolo, il décide et hop c'est fini quoi. C'est-à-dire, c'est derrière lui, ça veut pas dire qu'il n'a pas envie de rire encore et de sortir des blagues de temps et de déconner. Mais il a pris une décision et il s'y tient. On voit des résultats comme ça chez des ados très impressionnants. Alors, donc tu avances, tu finis ton service, etc. Qu'est-ce qui va te pousser à vouloir faire plus encore, plus pour les nouveaux Olim, plus pour l'armée? Qu'est-ce qui va faire Qu'est-ce que tu as constaté qui t'a fait dire non, mais ça va pas du tout là? Bon, il y a eu deux choses. Premièrement, malgré à la fin de mon service, donc c'était pendant la période, j'ai eu une période assez sympa, on va dire, avec Tsukeitan en 2014, Shubo Achim juste avant. J'ai fait beaucoup d'opérations en Cisjordanie. On avait fait vraiment... J'ai eu la chance d'avoir... Enfin, la chance. Dire, les soldats des unités combattantes, ils veulent avoir le maximum d'actions, on va dire, pour rentabiliser leur service et leurs efforts qu'ils font pendant les entraînements. On peut dire qu'à ce niveau-là, j'ai été gâté. Et maintenant, il y a eu deux choses qui ont fait que je voulais vraiment faire plus. La première, c'était qu'il y avait quelques Olim avec moi dans l'unité, donc à Tsaba. Des Olim qui auraient dû être pris à Rimon, comme moi. Il n'y en avait que 2 au final qui ont été pris. Il y avait différentes causes, certains pour l'hébreu, ils n'avaient pas rattrapé un hébreu. La majorité, les 4 c'était pour l'hébreu. Les 4 qui ont été pris, c'était pour l'hébreu, alors que c'était vraiment des excellents soldats et je connaissais leur histoire et ça m'avait attristé de voir qu'ils ont... Ça travaille ce truc. Zut, l'armée va perdre des soldats comme ça et eux-mêmes ils vont faire un truc moins intéressant juste à cause des Hébreux, que c'est quand même dommage. Donc déjà, c'est quelque chose qui m'avait un peu attristé. J'étais déçu pour eux parce qu'au final, ils faisaient vraiment tous les efforts possibles. Et bon, il y avait par rapport à mon cas personnel qui faisait que j'avais l'impression, malgré tout ce que j'ai fait, que je n'avais pas donné assez, que je n'ai pas donné ce que j'aurais pu donner. C'est-à-dire que si j'avais pas eu la blessure, il y a de fortes chances que j'aurais été pris à Rimand au final, que j'aurais fait une carrière si possible. Moi, mon optique à ce moment-là, c'était vraiment d'aller le plus loin possible à l'armée. D'aller faire Keva, de signer, d'être officier, d'essayer de transmettre le maximum de valeur à tous les jeunes qui vont venir. Et j'ai dit, bon, il n'y a pas que l'armée dans la vie. Donc j'ai fini mon service et j'ai commencé à réfléchir à d'autres moyens d'essayer de servir, on va dire, les futurs jeunes qui vont s'engager à l'armée. Okay. L'idée de Tzahal Connection, ça ne m'est pas venu directement. C'est-à-dire que j'y pensais dans un coin de ma tête. J'avais regardé déjà les manques qu'il y avait par rapport aux Olim francophones. Je voyais par exemple la différence entre les Olim américains, ils avaient Nefesh Benefesh, où ils sont extrêmement bien encadrés vis-à-vis de l'armée. Okay. Et je voyais que les francophones, il n'y avait pas spécialement grand-chose. Il y a des organisations... Il manquait du renseignement, il manquait du suivi, de l'accompagnement un peu. Le renseignement, il manquait. Il y a un autre problème que jusqu'à aujourd'hui, ça m'embête, c'est qu'on dit qu'il y a les soldats seuls et il y a les soldats. Ouais. Et pour moi, c'est ce qu'on fait dans l'association, c'est quelque chose je déteste. Enfin, vraiment, personnellement, quand on me dit, voilà, il y a lui, les soldats seuls, alors on peut s'en occuper, mais l'autre soldat qui est au Lim et qui est venu à 14 ans avec ses parents, on a des programmes pour Khayalim Bodedim, pour soldats seuls, mais non, les autres, l'armée s'en occupe a priori. Ouais, et moi, c'est quelque chose que j'aime pas du tout, et c'est pour ça que je voulais aussi vraiment aider ces personnes-là.
Parce qu'au final, quelqu'un qui est venu à 14 ans, mais qui reste dans une structure francophone et que ses parents... il y a beaucoup de cas comme ça qui travaillent encore avec la France et qui ne sont pas encore au courant de la mentalité c'est-à-dire du pays. Les parents ont beau être là, il est un peu seul quand même. Il sera seul. Pas au même sens que... C'est-à-dire que ses parents, ils sont là, pas comme l'autre. D'accord, il peut rentrer pour Shabbat et tout, et se faire une lessive par sa mère. Mais le principe d'être soldat, comment être un bon soldat, c'est quoi un service militaire, tout ça, il n'aura pas accès à toutes ces aides-là que les soldats seuls ils vont arriver. Maintenant, je ne fais pas une critique par rapport aux soldats seuls. Les soldats seuls, ils méritent tout ce qu'ils ont. Non, mais on ne prend pas ça. Il n'y a pas de critique vis-à-vis des soldats seuls, ni même vis-à-vis du travail qui était fait par les associations. Il n'empêche qu'il y avait un manque que tu as constaté. Bon, d'accord, mais tu es le petit Raphaël Madar qui est venu, tu as finalement fait de l'Ulpan, de l'armée. Comment tu vas arriver à te dire, tiens, je vais monter une association qui va être relevanted, qui va être percutante au niveau de l'aide aux soldats? Ça a l'air pas prétentieux, mais ça a l'air juste impossible à atteindre, quoi. À ce moment-là, quand j'ai fini l'armée, c'était pas encore dans mes objectifs. J'avais travaillé d'ailleurs. J'ai travaillé 2 ans et demi dans la sécurité, presque 3 ans dans la sécurité, donc, pour mettre le maximum d'argent de côté avant de faire mes études. J'ai fait une pause à un moment dans mon travail dans la sécurité où j'ai accepté d'être madrir d'une Mechina Gdam-Tzvait. En août 2015, le programme Mahal, il y a eu un petit changement qui fait que tous les participants au programme devaient valider un programme préparatoire. J'étais le premier madrir de ce programme-là. Maintenant, c'était assez drôle parce que à l'origine, la préparation, elle était pour tout le monde, pas pour tout le monde. Tous ceux qui voulaient la faire, alors ils pouvaient la faire. Ceux qui n'étaient pas obligés, ils la faisaient pas. La veille du début de la préparation, le ministère de la Défense, il balance une loi comme quoi tous les participants au programme Mahal sont dans l'obligation de faire la Mechina, ce qui fait qu'au lieu de se retrouver avec 20 volontaires, je me retrouve avec 60 personnes. J'avais une madricha à l'époque qui, elle n'avait pas fait l'armée, elle avait fait le Chirut Lomi, donc elle ne connaissait pas tout ça. Et en étant un petit peu modeste, malgré tout, j'ai fait un très bon boulot dans tout ça, et surtout, j'arrivais à voir que toutes les valeurs que je voulais transmettre pendant la préparation, les jeunes, ils sont sortis de la préparation contents, surtout confiants et sûrs de leur force. Et prêts, parce qu'il y avait des cours d'hébreu, donc ils étaient vraiment préparés comme il faut à l'armée. Et ils te voyaient comme le gourou, un peu, c'est lui qui sait... Ils me voyaient comme au début, ils me voyaient surtout comme un tortionnaire, on va dire, parce que j'étais surtout très, très, très dur. Je faisais beaucoup d'entraînement physique et je leur faisais payer chaque erreur qu'ils faisaient, chaque petite erreur. Mais j'étais surtout très juste avec eux. Ça veut dire, d'un autre côté, il y avait des problèmes vis-à-vis de Mahal, vis-à-vis des démarches au Tzavrishon, et moi, je me tuais pour eux. J'ai pris ce travail comme vraiment quelque chose où je me suis investi bien plus. Mais à côté de ça, tu te disais, plus ils prendront la préparation, plus ça sera facile l'armée quand ils vont commencer. C'est ça. Mais d'ailleurs, tout le monde me l'a dit, les jeunes, après, ils m'ont dit que l'armée Nirvalon, pour ceux qui ont fait, c'était très simple. Ils m'ont dit que les unités, les tironautes à côté, c'était une blague à côté de ce que je leur faisais. Donc j'ai dit, tant mieux, comme ça au moins vous êtes vraiment bien préparés. C'est le but pour moi d'un programme préparatoire. Prépa, comme les prépas HEC qui font beaucoup rire. Donc au final, j'ai vu que je pouvais transmettre quelque chose. Et à la fin de cette Mechina, j'ai commencé vraiment à bien réfléchir, à essayer de regarder comment on peut créer une association, comment ça marche. Donc j'avais des amis avocats, j'ai commencé tout simplement à apprendre les lois par cœur. Donc ils m'ont envoyé un gros formulaire, un gros cahier comme ça avec toutes les lois des associations. J'ai appris tout par cœur. J'ai dit c'est pas si simple que ça en fait à créer une association. Donc j'ai recherché dans mes amis qui étaient soldats seuls ou même des soldats avec leurs parents, enfin pas Khaïlim Bodedim. Donc on a regardé qui est-ce qui a envie de se motiver pour monter un petit comité comme ça. C'est ça. Donc en vrai, j'aurais pu ouvrir l'association juste avec une autre personne, mais si on l'ouvrait avec 7 personnes, alors on n'avait pas de frais et chaque année on a moins de frais à payer. D'accord. Donc au final, c'est ce que j'ai fait. On était 7 personnes, donc on est 7 membres fondateurs dans l'association. Et à partir de là, je me suis donné un délai de 2 ans. Je me suis dit, en 2 ans, il faut qu'on essaye de faire le maximum de choses. Et si en 2 ans, j'ai le sentiment que ce qu'on fait, c'est pas utile, on ferme. D'accord. Alors Raphaël, viens, tu vas te donner un petit cours de communication maintenant. Comment on fait connaître un truc? Parce que c'est primordial. Si t'es pas connu, si on voit pas ta tête, si on comprend pas ce que tu fais, personne connaît, quoi. Les gens connaissent les trucs traditionnels un peu. Pour le coup, je pense pas être le meilleur niveau de la communication. Je pense alors qu'aujourd'hui, t'es passé pas mal de fois dans le studio Qualité et tout. Je pense qu'aujourd'hui, c'est surtout parce qu'il y a pas d'autres personnes qui sont aussi bien informées que moi et qui sont aussi en contact avec l'armée, avec certaines branches de l'armée. Mais niveau communication, ce que j'ai fait au début, il n'empêche que dernièrement sur Facebook, excuse-moi de te couper, mais il y avait un truc
Qui pourrait répondre à des questions sur l'armée? Sur les 10 personnes qui ont répondu, il y avait 5 mecs qui ont dit Tzahal Connection. C'est quand même un signe que tu as fait un boulot. On fait du bon boulot. C'est pour ça que c'est ce qui a fait partie de notre bilan qu'on a fait il y a à peu près 8 mois, qui disait si oui ou non on allait continuer vis-à-vis de l'association. En soi, au début, je voyais que la majorité des francophones ils faisaient un programme Massa. Donc je me suis mis en contact avec les directeurs des programmes Massa pour commencer à faire des conférences chez eux. Les conférences passaient vraiment très bien. Donc j'arrivais d'un côté à être assez dur et à transmettre des valeurs, mais qui sont un peu dures vis-à-vis de l'armée, tout en donnant le maximum d'explications sur tous les programmes. Viens, ne nous laisse pas en dehors de la conférence, fais-nous rentrer à l'intérieur. Quel a été un peu ton plan de conférence? Sur quoi se concentrent un peu les questions des jeunes, les questions de leurs parents? Je faisais des conférences en 2 parties. Dans les programmes Massa, c'était en 2 parties. Quand c'était avec les mairies, ça dépendait du sujet que la mairie me proposait, et des jeunes en général qui étaient sur place. Mais premièrement, je laissais toujours le maximum de temps pour les questions. C'est-à-dire que je laissais dans mes conférences, des conférences de 1h à 1h15, je laissais minimum une demi-heure pour les questions. Et pendant 40-45 minutes, ce que je faisais, c'est que, on va dire la première conférence d'un programme Massa, alors je commençais par expliquer d'abord qui on est, évidemment, qui je suis, de leur retracer mon parcours, parce que les jeunes, au final, ils vont s'identifier au parcours de chacun. C'est quelque chose que ça met en confiance, au final, quand on explique son parcours à un jeune, ça le met en confiance. Ne parlons même pas des anciens de pavillon qui... Encore mieux. Ah, t'étais à Pavillon-sous-Bois. Alors là, on va dire que c'est déjà, ça les rassure vis-à-vis du parcours. Et ensuite, je commençais à expliquer de manière générale les différentes options pour rentrer à l'armée, pour s'engager à l'armée. Donc tout ce qui est mahal, qu'on a dit, un service, Shirout, c'est-à-dire donc c'est un service obligatoire, quelqu'un comme moi qui fait l'Alia et qui doit servir un temps en fonction de son arrivée en Israël. Et la troisième option qui était de faire les études avant l'armée, et qui est donc Atouda. J'expliquais de manière générale, et je commençais à rentrer en détail par la suite pendant la conférence sur tous ces programmes-là. Et ça, c'était la première conférence, de manière générale. Je laissais du temps aux questions. Toutes les questions qui étaient assez techniques, je prenais à part par la suite et je faisais du cas par cas. Et pendant la deuxième conférence, là, je rentrais vraiment dans le vif du sujet, où j'expliquais ce que c'était le Tzav Rishon, comment se préparer au Tzav Rishon, c'est quoi le Yom Sairot, qui peut faire, comment on peut le faire, le Yom Hamea pour les filles, c'est quoi. J'ai ramené des intervenants qui avaient déjà fait ces journées-là. Et donc, au final, on essayait de répondre au maximum de questions, ce qui faisait que, de manière générale, le ressenti était assez bon quand on sortait des conférences. Je suppose que pour monter ce genre d'association, il faut quand même avoir aussi des ksharim, des contacts à l'armée. Comment tu as été accepté dans les milieux de l'armée, etc. Comment j'étais... Alors, je ne suis pas accepté dans tous les milieux de l'armée jusqu'à aujourd'hui. J'essaie encore de... aussi pourquoi. Dans les trucs où tu n'es pas accepté, qu'est-ce qu'il est... De manière générale, l'armée n'est pas fan que des organismes, on va dire, civils essayent de s'immiscer dans ses affaires et essayent de, on va dire, décider pour eux. Ce qui en soi, moi je suis le premier à le comprendre. En tant qu'ancien soldat, je comprends tellement comment des fois on n'a pas envie que les civils ils nous embêtent et ils nous laissent pas faire notre travail. D'un autre côté, moi je me suis donné comme objectif de montrer tous les manques qu'il y a à l'armée et d'aller rencontrer les officiels de l'armée, de leur présenter une sorte de plan que eux pourraient faire, qui n'implique pas que nous on soit spécialement actifs, mais que eux pourraient faire et qui pourrait changer la donne déjà et aider beaucoup plus. Il y a de l'écoute. Il y a eu un tout petit peu d'écoute au tout début, c'est-à-dire que grâce à un ami à moi qui connaissait le Sgan Sarabitachon, Elidan, donc on avait eu un entretien. Avec le CNEF aussi, Gamliel du CNEF était présent. On avait eu quasiment 1 minute 30 pour expliquer les problèmes et comment les résoudre. Donc c'était vraiment... généreux. C'était 1 minute 30 et encore, il nous a, après 1 minute, il commençait à nous couper. Donc on s'était entraîné un petit peu avant pour essayer d'être le plus précis, le plus bref possible. Et déjà par rapport à ça, il y a eu quelques points qui ont été écoutés, qui ont été mis en œuvre. Je ne dis pas que c'est grâce à nous ou pas, si ça se trouve l'armée avait déjà réussi à le faire. Le timing faisait que 2-3 mois après, ce qu'on avait proposé avait été mis en place. Donc c'était déjà un bon petit début, on va dire. Et après ça, il n'y a pas eu de contact officiel avec l'unité Meitav. Meitav, c'est, on va dire, l'unité qui s'occupe de toute l'incorporation de tous les jeunes en Israël. Alors donne-nous des exemples, parce que tu es trop général, tu nous laisses un peu en dehors de la discussion avec le ministre. On va te laisser plus qu'1 minute et demie. Qu'est-ce qu'il fallait changer? Qu'est-ce qu'il fallait bouger? Qu'est-ce qu'il fallait changer? Premièrement, quand on veut appeler l'armée, alors d'aujourd'hui, quelqu'un il veut appeler l'armée, il n'y a qu'en anglais, ou il n'y a qu'en hébreu, ou en arabe, ou en russe.
Il n'y a pas en français. Alors, d'un côté, on dit on ne veut pas d'intermédiaire, mais d'un autre côté, on ne donne pas de service en français. Donc, c'est un peu Deuxièmement, malgré le fait que quelqu'un choisit on va dire le parcours, enfin le ski quand il y a écrit pour l'avant en anglais, à la fin, on retombe sur quelqu'un qui parle hébreu. Okay. C'est-à-dire que malgré le fait qu'il disait... Tous les chemins mènent à un mec qui parle hébreu. Exactement. Le problème, après ça c'est de manière générale, même pour les Israéliens, le problème qui fait que c'est très compliqué de joindre l'armée au téléphone ou par mail et qui répondent quasiment jamais à nos demandes, je l'avais mis de côté. Par contre, le problème qui disait qu'à l'armée, il doit y avoir un Mador, c'est-à-dire une branche qui s'occupe des Olim, il y en avait. Il y en a une encore aujourd'hui. Le problème, c'est que cette branche-là, elle change quasiment tous les 2 mois. C'est-à-dire qu'il y a une fois... quoi, elle change? Ça veut dire qu'à un moment, ça va être un Mador qui va s'occuper des Olim. 2 mois après, ça va changer, ça va être un autre Mador. Et il y a un gros problème. C'est le département X ou Y qui va traiter les Olim, soi-disant, mais c'est pas un truc fixe du tout. Tu peux retrouver et avoir tes repères, d'accord? Exactement. Ce qui fait qu'il y a un problème en soi et c'est ce que... après, on en reviendra à la fin de l'émission, mais il y a un problème de responsabilité dans tout ça. Dire que personne veut se prendre, on va dire, la responsabilité des Olim, tout le monde la laisse à d'autres personnes, et ce qui fait qu'au final, il y a qui est-ce qui est touché par tout ça? C'est les Olim et les francophones, même les Américains, tout le monde de manière générale. Donc ça, c'était le gros problème. Mais d'un autre côté, tu nous avais dit que les Américains, par exemple, étaient cadrés par Nefesh Benefesh de façon beaucoup plus professionnelle, et donc c'était plus simple pour eux de s'y retrouver. Les Américains Bodedim, c'est-à-dire ceux qui sont Bodedim. Pour les non-Bodedim, ils arrivent toujours à avoir un contact grâce à Nefesh qui essaye malgré tout de... T'as eu ces mecs qui ont essayé, qui n'étaient pas des francophones, pour chez toi, en se disant t'es reconnu? J'ai eu des Allemands, j'ai eu des Américains. J'ai eu des des Brésiliens, pardon. Ouais. Et j'ai eu quelques Argentins. Je me suis occupé de ce cas-là parce qu'au final, je vais pas laisser les gens de côté, mais c'est vrai que... Ton truc, c'était quand même les francophones. L'objectif de base, c'était les francophones. Je voulais faire, j'ai envie encore à l'heure d'aujourd'hui de faire ça, on va dire, une sorte de plateforme internationale. Mais ça demande des ressources, ça demande plus de volontaires et ça surtout demande des gens aussi fous que moi pour se lancer dans un projet comme ça. Et ça, c'est pas évident. D'accord. Donc au final, il y avait ce problème de responsabilité qu'au final, c'était compliqué pour un francophone d'appeler l'armée et de faire part de ses problèmes. On a envie de faire le Tsavrishon assez vite, on a envie de faire le Yom Saïrot, on n'a pas reçu de convocation pour le Yom Hamea, comment ça se passe, qui on doit contacter, comment faire. Et au final, toutes ces personnes-là, jusqu'à l'heure d'aujourd'hui, c'est encore comme ça. Ces jeunes-là, ils nous appellent et nous, on leur explique comment contacter l'armée, comment avoir une réponse rapidement, même si ça ne marche pas à tous les coups au final. Petite question technique, mais de vieille habituée dans les associations, etc. Actuellement, tu bosses dans autre chose ou tu vis de ton association? Ah non, je ne vis pas du tout de l'association. C'est bien ce que je pense. Donc, tu es un bénévole dans l'association. Comment tu fais pour concilier ça avec une activité lucrative pour bouffer? Je travaille dans la sécurité pendant 3 ans. Ce qui faisait que je travaillais de nuit, en fait. Dans la sécurité, j'avais des horaires en général de 7h du soir à 7h du matin. Je rentrais dormir 3 heures chez moi. Et ensuite, de 10h à 20h, j'ai le tour du pays pour faire des conférences. Et je ne reconnais plus du tout le petit mec de l'Alliance qu'on avait laissé tout à l'heure. Au bout d'un moment, il n'y avait plus de... J'étais pas trop en glandeur, on va dire. J'ai travaillé très dur pendant 2 ans et demi. J'ai eu 2 années assez compliquées, mais c'est très enrichissant de l'autre côté. Ok. Et donc, t'en es où maintenant? Depuis, après, j'ai arrêté la sécurité parce que j'avais mis assez de côté pour mes études. Et ce que j'ai fait, c'est que je vivais pour l'instant de la bourse, que j'ai commencé mes études cette année. Et j'ai eu, je ne savais pas, mais il y avait énormément de bourses pour les anciens. Tu étudies quoi? J'étudie pour l'instant, je fais une remise à niveau. Donc, je fais une prépa de sciences sociales. Et en septembre, je commence sciences comportementales, spécialisée en psychologie du sport et de la sécurité. À la fac, à la Michelet Troupin, c'est à côté de Netanya. Et donc, je vis la bourse du ministère de la Défense cette année. L'année prochaine, j'ai encore d'autres bourses, mais j'ai commencé à travailler dans un organisme... Vous avez un département qui se spécialise aussi un peu en bourse et un truc pour après l'armée. Il y a un suivi aussi après l'armée? Il n'y a pas de suivi, mais en général, la majorité, ils m'appellent et on va penser à faire... On est en train de préparer une sorte d'article avec toutes les bourses possibles que les soldats peuvent avoir en fonction de leur parcours. S'ils ont fait Mahal, s'ils ont fait Atouda, s'ils ont fait un service complet. S'ils étaient soldats seuls. Donc ça demande un peu plus de temps parce qu'il y a vraiment beaucoup de bourses. Mais moi, aujourd'hui, je ne les connais pas toutes. Donc j'essaie de contacter tous les organismes pour essayer de faire le tri. Mais bon, au final, j'ai réussi à me débrouiller, à avoir quelques bourses. Et j'ai surtout commencé à travailler pour un organisme où on est en train de monter une préparation militaire pour les francophones. On va en reparler à la fin. À la fin, pas tout à fait à la fin. On va en reparler quand on veut, mais j'ai quelques petites questions préliminaires avant.
Quand tu arrives malgré tout dans le monde des associations, de l'associatif francophone un peu, comment tu es accepté aussi par les associations? Comment on te voit? Est-ce qu'il n'y a pas un temps où on dit qui c'est celui-là, va savoir s'il dit des bons renseignements? Il y a toujours une petite période comme ça un peu de méfiance. On dit d'où il est sorti celui-là, ça il s'installe, appelez-moi, pour qui il se prend? Non, moi, j'ai pas commencé à chercher à être dans les... Mais c'est exactement ça en vrai. Je pense qu'au début, beaucoup ont dû se dire combien de temps ça va durer. Bon, si ça se trouve, c'est un feu de paille, ça va durer quelques mois et après, il va fermer. Il fait ça que pour l'argent, etc. Alors que, bon, au final, on est tous volontaires de l'association et on finance nous-mêmes tous nos projets, tous nos voyages et tout ce qu'on fait. Il serait pas temps quand même que ça y est, au bout de 2 ans, vous avez quelques contacts, on a quelques contacts. Et on ferme la parenthèse, je reviens après sur les contacts qui te continuent par rapport à ce qu'on avait dit. Ça marche. Donc tu as été accepté. Ce que je voulais faire de base, c'était être accepté dans la communauté israélienne. C'est-à-dire que je voulais avoir le maximum de contacts dans le monde israélien, tout ce qui est en rapport avec l'armée. L'unité Meïtaf, c'était compliqué. Maintenant, comme j'étais madrir de la première prépa de Mahal, je me suis mis en contact avec les bureaux de Mahal et avec les soldats là-bas, ou d'Idror, qui est le responsable du Agaf Revrati Bitroni, et la branche sociale sécuritaire dans le ministère de la Défense. Et j'ai eu un rendez-vous avec lui, et je lui ai dit, écoute, moi, je prends sur moi, avec notre association, on prend sur nous de s'occuper de l'inscription de tous les francophones à Mahal. Il me dit oui, mais tous les francophones ne peuvent pas passer que par chez toi. Si ils nous contactent, on est obligé de leur répondre. Je leur dis pas de souci. Viens, on fait quelque chose. Moi, je m'occupe de tous ceux qui font Massa, tous ceux qui viennent de France. On va essayer de toucher le maximum de personnes. Ceux qui vous contactent directement, juste dites-leur de nous contacter aussi. Comme ça, on s'occupe on peut les répertorier. On s'occupe des rendez-vous. On ramène des volontaires de l'association pour traduire pendant les rendez-vous. On s'occupe de vraiment bien les renseigner. Et ça, tu nous fais confiance. C'est un peu une aubaine pour l'armée aussi. C'était clairement, faut être honnête. Ça veut dire que ça leur fait gagner, jusqu'à l'heure d'aujourd'hui, les soldats qui sont dans les bureaux de Mahal, ils me bénissent parce que ça leur fait gagner des heures et des heures de travail, malgré déjà la quantité de travail énorme qu'ils ont à faire. Il y a un truc qui m'échappe. J'ai l'impression que tout revient vers toi. Il y a des volontaires, il y a d'autres personnes. Comment ça marche? Alors, il y a des volontaires. On a l'impression que tu vas tout te prendre dans la figure. Non, il y a des volontaires. On inscrit tous vos mecs, on les accompagne, un truc même. C'est un peu compliqué. Bon, les volontaires de l'asso, ils savent Comment tu gères ce truc? Ils savent qu'à l'heure d'aujourd'hui, la majorité des pniotes, toutes les personnes qui me contactent, c'est moi qui réponds. J'ai un numéro de téléphone de l'association, il est toujours sur moi. Je réponds plus à celui-là qu'à mon numéro perso, de manière générale. Ce qui fait 80 à 90% de ce que doit faire l'association, s'il y a des conférences, des entretiens, des papiers avec l'expert comptable, l'avocat, c'est moi qui m'en occupe. Maintenant, j'ai des volontaires qui, derrière, aussi font d'autres tâches. Qui me soulage et qui me permet de me concentrer sur tout ce qui est vraiment l'aide individuelle. On a une bande, en vrai, on a un groupe WhatsApp par exemple où j'ai une vingtaine de volontaires et qu'à chaque fois qu'il y a une conférence à faire, qu'il y a un événement à faire, alors je propose, je dis voilà, qui est-ce qui peut venir avec moi, qui est-ce qui peut faire la conférence. En général, j'essaie de les prévenir le plus tôt possible parce que dans certains cas, il faut les former aussi, leur dire exactement quel type de questions ils vont recevoir. Avec l'expérience, je suis habitué à tous les types de questions. Donc, j'essaie de les préparer le plus tôt possible. Mais bon, le problème, c'est que comme ils sont tous volontaires, tout le monde a une vie. Il y en a qui sont mariés, il y en a qui sont étudiants, il y en a qui habitent. Si tu en as une vingtaine, tu peux en avoir un ou deux. On arrive à avoir, en général, j'ai toujours eu sur cette année, j'ai quasiment toujours eu un volontaire qui m'accompagnait pendant les conférences. Et en même temps, ça leur permet d'apprendre. Et que par la suite, moi, ce que j'ai envie de faire, c'est que de me délaisser des conférences, laisser ces personnes-là pour les conférences et m'occuper de vraiment tout ce qui est les rendez-vous. C'est pas évident parce que toi, tu as appris quand même le gros dossier par cœur. Et c'est une grosse responsabilité de donner du renseignement, surtout dans des domaines aussi importants. C'est une grosse responsabilité parce qu'il ne faut pas faire d'erreur. Tu fais une erreur, le type en plus t'en veut, et comme tu le sais dans les associations, une errure fera beaucoup plus de vagues et de pubs que 2000 renseignements. Ça je le sais. On a fait quelques erreurs au début, je pense comme toute personne, on est humain. Là. Enfin, je suis une personne humaine, donc ce qui a fait que j'ai fait quelques erreurs, je les ai assumées, certaines j'ai réussi à les rattraper, d'autres non. Donc au final, on a fait un petit bilan aussi par rapport à tout ça. Pourquoi on faisait des erreurs? Qu'est-ce qui a fait qu'on a oublié ces renseignements? Donc on a mis en place tout début une sorte les carrés, vous tirez les... on est obligé de... je suis obligé, c'est-à-dire je marche comme ça. De manière générale, même si je fais quelque chose de bien, pourquoi je l'ai bien fait? Et s'il y a quelque chose à côté que j'ai moins bien fait, pourquoi je l'ai moins bien fait? Qu'est-ce qui a fait qu'il y a eu des différences entre les deux? Donc au final, ce qui s'est passé, c'est que j'ai mis en place un formulaire assez complet qui fait que chaque personne qui nous contacte doit nous expliquer son parcours, doit nous expliquer sa date de naissance, ses différentes nationalités, ce
qui fait que derrière, ça nous enlève une responsabilité. C'est-à-dire quelqu'un qui n'est pas honnête dès le début et qui ne nous dit pas toutes les responsabilités, toutes les nationalités, tout son parcours en détail. S'il nous manque quelque chose après, on ne peut pas avoir... C'est sa faute au final. D'accord. Donc déjà, on leur dit au rendez-vous, dis-nous tout ce qui te passe par la tête, dis-nous vraiment tout. On a besoin d'avoir le maximum d'informations pour t'aider du mieux possible. Dis-moi un truc, Raphaël. Il y a des fils de Olim Vatikim, des types dont les parents sont montés il y a 10 ans et 15 ans et qui se disent tiens, je vais quand même appeler le Sahel Connection parce qu'il y a des trucs qui ne sont pas clairs. Vu que j'étais l'aîné, j'ai jamais eu un grand frère à l'armée ou un oncle et je ne connais pas grand-chose malgré tout. Oui, bien sûr. Ouais. J'ai beaucoup de... Alors d'aujourd'hui, si on doit séparer, on doit donner un pourcentage sur combien de personnes sont au LIM, combien sont touristes. J'ai à peu près 35% des jeunes que je m'occupe aujourd'hui pour les prochaines promotions, ils viennent de Mahal. Ils sont touristes. Okay, parce que la majorité, ils sont au LIM. Sont des Olim d'ici. Mais ce n'est pas spécialement des Bodedim. Dans mes dossiers, on n'écrit pas spécialement s'ils sont Bodedim ou pas. Ok, d'accord. Il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup récemment. Sur les 2-3 dernières semaines, j'ai reçu beaucoup d'appels de personnes qui sont là depuis 5, 6, 7, 10, 11, 12 ans. Que leurs grands frères, leurs grands sœurs, ils ont fait l'armée, mais qui se disent bon, on veut. Il vaut mieux être bien renseigné, savoir des choses qu'on ne sait pas. Exactement, un coup de fil, ça ne paie rien, des informations, un suivi, ça ne paie rien du tout. Alors je suppose que vous faites aussi bien le suivi, vous classez les appels, vous regardez qui, vous avez un fichier qui est en train de se mettre en place, etc. Non, il est déjà mis en place. C'est quelque chose que j'ai mis en place dès le début. J'avais anticipé au cas où les demandes pouvaient exploser. J'avais anticipé, donc j'ai mis en place une grosse base de données, classée selon les promotions et selon, on va dire, s'ils sont touristes ou pas. Donc déjà, par rapport à tout ça, ça nous aide vachement. Et vis-à-vis des bilans, on fait un bilan chaque année avec Mahal pour voir combien de francophones ils sont. On compare leur bilan et notre bilan, parce que des fois, leur bilan, ils ne sont pas à jour, parce qu'ils travaillent avec les unités de l'armée qui n'ont pas les bonnes listes à jour. Je connais bien, moi j'ai rempli pendant des années des questionnaires qui n'étaient jamais intégrés à l'ordinateur. Donc c'est assez drôle au final, mais bon, on essaie de faire le maximum. Allez, viens, je t'amène sur un terrain inattendu. Allez. Il y a eu des débats énormes il y a quelques mois encore, et ça fait énormément les titres des journaux sur les filles à l'armée ou pas filles à l'armée quand elles sont religieuses. Je l'attendais, celle-là. Ah, tu attendais, bien joué. C'est un bon khayal. C'est mon rôle d'anticiper, on va dire. Ouais, et l'histoire, c'est que ça fait énormément de mal des fois à des filles qui sont religieuses, qui avaient envie de faire l'armée, qui vraiment avec toute la naïveté d'un côté et aussi la motivation de faire l'armée en Israël. Puis d'un coup, il y a des rabbinim qui apparaissent et qui leur disent « Ah non, si tu fais ça, c'est une horreur, tu sais pas ce que tu es en train de faire, etc. » Je suppose que les questions sont arrivées quelque part aussi un peu chez toi en disant « Bon, voilà, finalement j'hésite, je vais peut-être aller au Shirut Leumi parce que... » Quelle est ta position à toi et qu'est-ce que tu réponds à ça ? C'est assez je vois que tu as réfléchi, c'est un truc qui t'a travaillé. Non, c'est quelque chose où de toutes les manières, j'ai bien réfléchi sur la question, mais je pense que c'est quelque chose qui est personnel. Avant tout, faire l'armée, c'est quelque chose qui doit être personnel. D'un autre côté, ça fait aussi partie du renseignement, parce que quand les rabbinim, vous savez pas ce qui se passe là-bas à l'armée pour une fille qui rentre, qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce qu'on va lui faire, la pauvre ? Ça aussi, c'est clairement du renseignement, et c'est pour ça qu'il y a eu récemment beaucoup de jeunes qui m'ont appelé, qui m'ont dit j'hésite à faire l'armée et le Shirut Leumi. Donc je leur dis ok, c'est normal, c'est une hésitation qui est légitime. Pourquoi tu hésites ? Il y en a qui vont me dire parce que il y en a, ça va être des raisons qui n'ont absolument rien à voir avec tout ça, parce qu'ils ne veulent pas attendre trop longtemps pour entrer à l'armée. C'est légitime, c'est normal. Okay. Il y en a d'autres qui vont nous dire parce qu'au final, j'ai l'impression que ça va être pas assez religieux pour moi. Donc là, je commence à réfléchir, à poser des questions. Pourquoi tu penses que ça va pas être religieux ? Et là, beaucoup de fois, ça arrivait sur ce que tu disais, parce qu'il y a eu des rabbins qui ont dit que c'est pas fait pour les filles, l'armée, etc., etc. Je suis sceptique, j'ai envie de dire à tous ces rabbins-là que depuis 1948, en 1948, il y a eu des femmes qui se sont portées volontaires et certaines qui ont pris les armes pour défendre le pays. Alors ils vont me dire, je vois déjà les réponses en me disant, c'était pour la création de l'État. À l'époque, il n'y avait pas le choix. J'ai envie de dire aujourd'hui, si on enlève les filles combattantes, pas combattantes, si on enlève les filles à l'armée, je pense qu'on est un peu dans une situation qui n'est pas très agréable et que ça peut conduire à beaucoup de démantelant de pas mal d'unités, ce qui fait que derrière, ça peut faire un balagan. Et donc ça, c'est pas idéal. Moi, mon avis, il est assez ferme sur la question. Je pense que pas tout le monde doit faire l'armée. Pas tout le monde est apte à faire l'armée. Mais je pense qu'un jeune, de manière générale, doit faire ce qu'il pense juste.
qui ne doit pas essayer de se faire influencer par des personnes autour. Les personnes qui pourront l'influencer, c'est des personnes en qui il a confiance et qu'il sait qu'ils peuvent avoir une influence et qu'ils vont penser pour son bien. Ok. Alors, on ne pourra pas faire aujourd'hui tous les sujets qui ont un rapport avec l'armée et répondre à toutes les questions. On peut refaire l'émission sur d'autres parties de l'armée ou sur d'autres angles. Mais juste avant de parler de ton programme, j'ai une autre question qui ressemble un peu à celle des filles, mais elle est inévitable. C'est la position un peu des Haridim et des jeunes. On sait qu'il y a des jeunes même qui viennent de France, que l'armée attire parce que c'est Tsahal quand même malgré tout. D'un autre côté, qui viennent d'endroits où leur rabbinim leur dit « Ah, ça va pas ou quoi ?» Enfin, plutôt les yeshivas au truc. C'est le pire. Ce qui pourrait t'arriver, c'est qu'ils te prennent dans leur armée avec des trucs. Et j'en ai rencontré assez pour le savoir moi aussi. Je suppose qu'il y en a qui arrivent quand même chez toi en disant je viens juste me renseigner, je ne sais pas, mais est-ce que comment c'est, il paraît que c'est pas cachère à l'armée, il paraît qu'on peut pas faire Shabbat avec un tas de légendes, contes et légendes d'Israël. Comment tu te places par rapport à ça aussi, toi? Moi, je leur dis ce qu'on disait en tant que les officiers, les commandants, ce qu'ils nous disaient. Premièrement, la nourriture est cachée à l'armée. C'est-à-dire que ça, c'est quelque chose où il y a des rabbinim qui travaillent à l'armée et que c'est leur rôle de vérifier tout ça. Deuxièmement, pour Shabbat, à partir du moment où les gens ils sont en formation, tout le monde, enfin pas tout le monde, toutes les personnes qui le souhaitent, ils peuvent faire Shabbat. Okay. Maintenant, après les formations, si par exemple on va prendre l'exemple de quelqu'un qui est dans une unité combattante, c'est quelque chose qui m'est arrivé, on était à la frontière, on était à côté de Ramallah, à Bethel, et un samedi on a eu une alerte. Bon, on prend dans la voiture, et là, c'est quelque chose que... Exactement. Donc il y a les rabbinim qui viennent, et de toutes les manières ils viennent en général avant Shabbat, et ils nous font un cours, et ils nous expliquent que s'il se passe quelque chose aujourd'hui, si vous devez rentrer demain, quelque chose, c'est comme ça, il faut pas, vous avez l'autorisation, ce que vous faites c'est pour la défense de l'État et c'est normal. En plus de ça, j'ai envie de dire que l'armée depuis quelques années, ils font énormément de choses pour intégrer les Haredim à l'armée. Ils ont un site même où il y a écrit Haredim, .gov.il, où il y a tous les programmes possibles dans les unités Haredim. Il y a des personnes maintenant qui sont pas religieuses et ils sont jaloux de toutes ces possibilités-là. Ils peuvent faire la yeshiva pendant 1 an, faire 2 ans d'armée, ensuite recevoir des formations pour être informaticien, pour être électricien, pour je sais pas quoi. Ils vont tout faire pour essayer de Non, c'est pas une okay. C'est juste un peu d'eau qui s'est renversée. D'accord, pardon. Ils vont tout faire pour essayer d'intégrer vraiment les Haredim à l'armée. Encore une fois, ça veut dire que c'est quelque chose qui va être personnel. Quelqu'un qui vient et qui... C'est un environnement qui est compliqué, c'est un environnement qui est à part parce qu'on a des supérieurs, on a des règles, on doit respecter. C'est un environnement qui reste malgré tout dur. C'est pour ça que je dis que ce n'est pas adapté à tout le monde. Maintenant, pour les unités Haredim, je sais on parle des unités combattantes. Premièrement, ils ne sont pas en contact avec les filles. Ça, c'est évident. Toutes les unités Haredim, ils ne sont pas du tout en contact avec les filles. Ils ne voient pas des filles. C'est pour ça que des fois, je voyais les commentaires des rabbinim en disant que vous allez servir avec des filles. Mais je dis, mais non, c'est le principe de ces unités-là, au final. Ça a été fait pour, quoi. C'est de servir justement juste vous. Et d'ailleurs, si on prend l'unité de Kfir de Netzar Yehuda, dans la base de Kfir, il y a tous les bataillons qui sont... Donc, dans un certain endroit. Et le bataillon Netzar Yehuda des unités Haredim, il est bien plus loin dans la base. Il est dans un coin un peu paumé où là-bas, c'est pas une instructrice de tir qui va voir, c'est un instructeur de tir, c'est pas une assistante sociale qui va voir, c'est un assistant. Il y aura que des garçons et au final, ils ont des rabbinim qui viennent et qui leur donnent des cours. Donc voilà, ma réponse. On a même l'impression en t'écoutant qu'effectivement, c'est peut-être chez Tsahal qui a la plus grande volonté même... d'accepter les gens comme ils sont et même les Olim Khadashim, etc. par rapport au marché du travail, au marché même de l'éducation. On a l'impression que Tsahal s'est quand même pas mal préparé à recevoir ces gens-là, même s'il y a encore des petits manques, comme tu disais tout à l'heure, des choses à corriger. On a l'impression que c'est quand même un corps qui est capable d'apprendre, de comprendre et d'agir et d'adapter sa façon de faire ou son discours, etc. aux Olim et aux gens qui arrivent et qui ne savent pas trop. Par rapport à ça, toi, tu as jugé bon quand même d'essayer de faire un programme ou une préparation, etc., qui change un peu de ce qu'on connaît. Pourquoi ? Donne-nous un peu les grandes lignes de cette idée. Pourquoi il y avait besoin d'un programme qui vienne ici ? Comment il s'appelle d'abord ? Le programme, donc, le nom de la Mechina, c'est Maaseh Bamerkaz. Donc c'est un partenariat avec l'organisme Merkaz Maaseh. C'est un organisme qui est relié, affilié au Keren Rashi
qui existe depuis 2004. Ce qu'ils font de base, c'est des préparations militaires ou des Shnot Shirut, des années avant l'armée, ou des années pour les Shnot Shirut qui font le Shirut Laomi, où ils prennent des personnes en général de la périphérie. C'est-à-dire, à l'origine, c'était pour les gens de la périphérie, des gens qui venaient du nord, qui venaient du sud, dans des endroits un peu paumés, et qu'ils essayaient de leur transmettre des valeurs du sionisme, des valeurs de Avat Haaretz, des valeurs de vraiment des valeurs vraiment au final de rendre les personnes meilleures dans le pays tout en étant assez ouverts. Ça veut dire que ça n'avait pas. Comment vous êtes rentré en contact un peu religieux. Alors, en contact, c'est Myriam de Kalita qui connaissait, qui comme elle travaillait au Keren Rashi, alors elle a rencontré un jour les dirigeants du Merkaz Maaseh, une personne qui s'appelle Dani. Ensuite, elle m'a mis en contact, on a eu un rendez-vous, ça a très vite collé parce qu'on était dans le même état d'esprit. Et après, on a commencé à réfléchir, ils m'ont dit, regarde, on veut mettre une préparation qui commence au mois d'août. Ils m'ont contacté au mois de février. Je leur ai dit, au mois d'août, il faut déjà trouver beaucoup de jeunes, c'est compliqué. Je leur ai dit, moi, ce que je peux faire, c'est que notre association, Tzahal Connection, on s'occupe de tout ce qui est la partie recrutement des jeunes, aller prospecter dans les écoles, dans les endroits. On a un nom, on a déjà quelque chose, c'est dommage de ne pas l'utiliser. Donc, on a fait un accord avec eux que nous, on s'occupe de tout ce qui est recrutement et on fait les entretiens des Israéliens. Parce que la Mechina, ce n'est pas une Mechina juste, c'est pas une préparation juste avec des francophones. C'est un programme. C'est important à cause de cette association, c'est important aussi pour vous de mélanger un peu. De manière générale, par rapport à notre vécu, à tous les volontaires de l'association, il n'y a rien de mieux que d'être contact d'Israéliens. Ça veut dire, je ne veux pas critiquer, et je trouve que c'est très bien tout ce que les programmes Massaï font, que toutes les écoles comme Mikvé Israël, la Havat Nord, c'est excellent, c'est déjà exceptionnel. Toutes les personnes qui travaillent dans le Chinour là-bas, c'est vraiment. Chaque fois que je suis là-bas, je suis ébloui et j'adore voir tout ça, toutes les personnes qui se battent pour aider les Olim francophones. Mais malgré tout, je pense que la meilleure intégration, s'ils peuvent faire tout ça et profiter d'un programme préparatoire où ils sont au contact d'Israéliens, où ils sont au contact de personnes qui viennent de tout Israël, qui viennent de différents horizons, des Éthiopiens, des Bédouins, des religieux, des non-religieux, je pense que c'est la meilleure préparation possible, socialement parlant, premièrement. Et deuxièmement, après, il y a le programme dans la préparation qui fait que ça reste une préparation militaire. Ils vont avoir des cours de navigation, ils vont avoir beaucoup de cours sur tout ce qui est leadership. C'est quelque chose qui... Alors, tu m'as dit que vous faites le recrutement, les premiers entretiens. Vous avez aussi un rôle un peu dans le programme ? Alors, quelque part où c'est en discussion. Moi, officiellement, je travaille à l'heure d'aujourd'hui pour le Merkaz Maaseh. Mais l'association, c'est quelque chose que je leur ai dit de base. Moi, je veux être dedans, je suis dedans, comptez-moi dedans. Je serai, si vous voulez, tout ce que vous voulez. Mais l'association et les volontaires de l'association auront un rôle à jouer dedans. C'est-à-dire qu'on va faire des interventions dans la Merkina. On va faire des fois, on va avoir une semaine où on va s'occuper, tous les jeunes de l'association, tous les volontaires de l'association, on va essayer on ne sait pas encore laquelle, parce que ça va être dur à monter, mais on va avoir tous les jeunes de la Merkina à notre charge. Et on s'occupera de toutes les activités de la semaine. Et bon, là, c'est le rôle vraiment que l'association elle va avoir à l'heure d'aujourd'hui. Par la suite, on verra en fonction de si on arrive à avoir des donateurs ou plus de fonds. Alors, on verra comment on peut faire évoluer les choses. Mais pour l'instant, c'est surtout dans ce qu'on fait aujourd'hui avec les francophones qui est encadrement. On veut aussi aider à l'encadrement des jeunes de la prépa. D'accord. Alors, vous avez commencé la publicité déjà ? Vous avez déjà commencé ? On a déjà fait bien plus. Quelles sont les réactions ? Alors, beaucoup de personnes étaient assez sceptiques. En disant, pourquoi une préparation militaire ? Il y a déjà Gouarié. Gouarié, c'est un programme Massa, c'est pas une préparation militaire officielle avec le ministère de la Défense. Deuxièmement, il y a toujours ce sceptisme, on va dire, en disant qu'on va mélanger des francophones et des Israéliens. C'est des cultures qui sont trop différentes, c'est trop compliqué. Moi, je réponds à tous ces gens-là. 6 mois plus tard, ils vont s'engager à l'armée. Donc, ils vont être avec des Israéliens et il n'y aura plus de juste le cocon français. Comment t'expliques cette tendance des Français à essayer de rechercher, à se replier un peu là ? On va monter des écoles françaises en Israël, des écoles... Je ne parle pas des vieux trucs qui étaient obligatoires parce qu'un gosse qui monte en seconde, première, terminale, c'est super dur de rattraper le programme. Je parle de cette tendance-là. Et si on montait Maïmo en Israël, trucs en Israël, les ZEI en Israël, les machins... On a l'impression que le francophone a un peu de mal, alors qu'on voit bien que l'armée, ça marche très bien. Dès qu'il y a un Français qui est, il s'habitue, il apprend la langue assez vite.
Tu l'as repéré, cet élément, chez les francophones qui arrivent, ce petit repli presque automatique? C'était un ressenti que j'avais de manière générale. Même moi, quand je comparais les francophones qui étaient avec moi à l'armée, il y avait une énorme différence au niveau de l'état d'esprit. Moi, j'étais venu, je me considérais comme un Israélien après 3 mois parce que j'étais dans l'état d'esprit d'apprendre, de donner et de me taire. Vraiment, c'était comme ça que je voyais les choses pendant mon service. Alors que le français habituel, et les autres derrière, ils se plaignaient. Quels sont mes droits et j'ouvre ma bouche. Ils voulaient rester que entre eux à chaque fois, alors que les Israéliens, ça reste des personnes humaines aussi. Ils ont leur histoire et on a beaucoup à apprendre d'eux. Mais d'un autre côté, je peux comprendre. C'est-à-dire que je peux comprendre quand on vient de France, qu'on a un vécu, on a notre histoire, on a déjà nos repères. On a envie d'essayer d'avoir ces repères-là aussi en Israël. Donc dis-moi, avec tous ces jeunes que tu attires et tout, tu as réussi à attirer déjà quelques personnes de la famille De la famille vers Israël ou on dit que le cordonnier est toujours le plus bas de chaussée, c'est le plus dur. Non, de quoi? C'est-à-dire des jeunes de la famille qui viennent pour le programme? Jeunes pour le programme, en général même vers Israël, parce que pour faire un programme comme ça, il faut être quand même passionné un peu par Israël. Déjà, pour faire ce programme-là, il y a plusieurs... Moi, j'ai quelques critères. On a établi quelques critères d'admission. Premièrement, on ne peut pas prendre quelqu'un qui a un niveau d'hébreu qui est basique. Parce que ça reste une préparation qui est axée sur tout ce qui est leadership et tout ce qui est développement de soi, compréhension du pays, des différents problèmes du pays, etc. Donc c'est beaucoup de sport, c'est vrai, parce que ça reste une préparation militaire, mais c'est énormément de cours en classe où ils vont devoir s'asseoir et comprendre les problèmes de la société et essayer eux-mêmes trouver des solutions. Même si ça restera des solutions qui seront basiques sûrement des fois, et enfantines on va dire, d'essayer de réfléchir à des solutions. Quelqu'un qui a un niveau d'hébreu qui est faible, et qui sera au contact d'Israéliens, il ne pourra pas s'adapter à ces cours-là. D'ailleurs, d'expérience, c'est quelque chose que j'ai vu et il ne va pas apprendre tout ce que les autres pourront apprendre. C'est sûr qu'il va apprendre, mais pas autant qu'on voudrait. Donc c'est compliqué de dire que l'État, parce qu'au final, ça reste une préparation militaire officielle avec le ministère de la Défense, c'est compliqué de se dire que l'État, que le Merkaz Maaseh, et que nous, on va investir beaucoup de temps pour quelqu'un qui ne va pas réussir, qui va réussir à apprendre uniquement un quart de tout ça. Donc on est obligé d'être assez strict au niveau du niveau d'hébreu. La deuxième condition que j'ai, c'est de voir quelqu'un qui est extrêmement motivé. Il y a beaucoup de personnes au début qui me contactaient en me disant on veut faire la préparation militaire parce qu'on n'a rien à faire pendant 6 mois. Non, ça c'est pas une condition d'admission. Ça, c'est pas quelqu'un qui vient et qui me dit je sais pas quoi faire pendant 6 mois. C'est pas du tout bon. Et moi je veux qu'il monte sa motivation. Au final c'est assez élitiste une préparation militaire en Israël. Les places, ça commence les inscriptions au mois de décembre, ça se termine au mois de février. En avril, les listes sont envoyées à l'armée. Quelqu'un qui vient et qui dit « moi, je veux le faire parce que je veux rentrer le plus vite possible à l'armée », c'est assez compliqué et il m'en faut plus. Il faut que je comprenne c'est quoi son histoire, pourquoi tu veux rentrer plus à l'armée, qu'est-ce que tu penses que tu pourras apprendre de tout ça. Donc c'est vraiment beaucoup d'entretiens individuels. J'en ai fait une centaine à peu près. Bon, en plus de tout ce que je faisais par rapport à l'association, j'en ai fait une centaine juste avec des jeunes par rapport à la prépa. Et à l'heure d'aujourd'hui, on a réussi à avoir à peu près... On a 13 francophones et 12 Israéliens. Donc pour actuellement, je suis très impressionné par tout ce que vous faites. Viens, on va spéculer un peu, on va arriver ensemble. Si tu suis tes rêves quand tu vas dormir dans 5 ans, où se trouve ton assos? Elle fait quoi? Parce que tu n'as pas l'air de te contenter dans 5 ans de faire des renseignements, de trucs. On te voit avec des projets, des idées. Ça va vers où? J'ai des objectifs personnels qui sont à part de l'association qui, à travers ce que j'ai vécu quand je travaille dans la sécurité avec certaines branches de renseignement, j'ai des objectifs à moi que j'ai envie et que j'aimerais bien pouvoir réaliser. Vis-à-vis de l'association... Tu veux étudier psychologie de la sécurité, tu as une idée derrière la tête là. Bon, on va dire que j'ai un plan. La vérité, c'est que je ne comptais pas étudier. À peu près jusqu'à l'année dernière, où j'ai eu un entretien au ministère de la Défense, où mon profil était parfait, où il me disait que c'était parfait, que je parle 3 langues, je parle bien anglais, je parle bien français. Reviens avec la fille, elle me disait « mais Raphaël, je ne comprends pas, tu n'as pas écrit de Torah Rishon, tu l'as oublié ?» Je lui ai dit « non, j'en ai pas ». Elle m'a regardé, elle m'a dit « Raphaël, il faut que tu reviennes avec un Torah, sinon c'est pas possible. » Elle m'a dit « on te garde la place, on te fait tout ce que tu veux, mais il faut que tu aies le Torah. » Donc bon, je sais pas vraiment s'ils vont me garder la place, parce que je pense qu'elle me l'a dit sur le coup pour faire ça, mais j'ai dit bon... Continue comme t'es parti, il y aura de la place. On va faire ça, et de toute façon je suis pas du style à attendre qu'une place, je suis plus du style on va dire à créer la place plus qu'autre chose. Donc ce qu'on va... Non, je me suis lancé dans ces études exprès par rapport à tout ça. Vis-à-vis de l'association, ce que j'aimerais bien faire, c'est casser ce mythe qu'il y a que l'armée
évite de travailler avec des organismes non gouvernementaux et d'avoir une sorte de partenariat officiel pour nous permettre de vraiment bien s'occuper des francophones, des Olim de manière générale. Si je peux viser encore plus grand, alors on va dire que j'arriverai à avoir des volontaires d'autres nationalités, de faire aussi l'association en espagnol pour tous ceux qui viennent des pays sud-américains. Et en anglais, je ne pense pas qu'il y a le besoin, c'est surtout espagnol, je pense vraiment que c'est nécessaire, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui viennent, même en portugais, parce qu'il y a beaucoup de Brésiliens qui viennent. Il y a une grosse vague de Olim brésiliens qui va arriver dans les prochaines années. Moi, si je dois arriver en grand, c'est un des premiers objectifs. Le deuxième objectif, c'est que la préparation, ça devienne un programme que j'espère vraiment. Cette première session, elle va bien se passer, on va avoir des résultats qui vont arriver dans des bonnes unités, et que les sessions d'après, pareil. En théorie, je suis censé devenir directeur de la prépa à la fin de mes études, parce que pour être directeur d'une préparation militaire, il faut avoir un diplôme. Donc pour l'instant, mon rôle, c'est d'être sous-directeur. Et de toute façon, c'est à mi-temps parce que je suis étudiant. Eux, ils veulent que je devienne directeur à la fin dans 3 ans. Moi, je préférais retourner au ministère de la Défense, mais travailler là-bas. Mais bon, on verra bien. Vu ton rythme de travail, tu vas faire les deux. Il y a des chances que je fasse les deux. Non, mais j'aimerais bien. Dans les journées. Non, j'aimerais bien quand même me poser sur une seule chose et avoir plus de volontaires. Si on peut avoir des donateurs par la suite, faire comme ils font le CNEF ou d'autres organismes où ils ont des notes chez route, avoir des locaux, c'est des choses que je pense c'est essentiel. Avoir quelque chose de solide pour au final vraiment me permettre de respirer un peu plus, parce que c'est vrai que j'ai des rythmes et des journées qui sont sans fin, vraiment, c'est compliqué, mais c'est vraiment, encore une fois, c'est extrêmement enrichissant, et l'avantage, c'est que j'apprends de moi-même tous les jours et j'apprends des autres tous les jours, donc c'est assez intéressant. Raphaël, c'était très impressionnant, tout le boulot que tu as fait, cher Cohard, continue comme ça, et tu reviens quand tu veux, et si tu as besoin de faire un peu de pub, tu reviens avec des jeunes et tout. La porte de Plein Lado, elle est ouverte, c'était Plein Lado avec Bernard Zanzouri. Si vous voulez nous joindre, numéro de la boîte vocale 050 430 80 20. Vous pouvez télécharger l'application Studio Qualita sur l'App Store et sur Google Play. N'hésitez pas. C'était aujourd'hui Raphaël qui était avec nous et Tsahal Connection. Et c'était très, très, très sympa. À bientôt. Merci, à bientôt. Plein Lado, c'est un rendez-vous détente présenté par Bernard Zanzouri pour rire, réfléchir et grandir tous ensemble.